Merci beaucoup. Merci aux organisatrices de m'avoir invitée, et en particulier à Cécile Fondeur qui nous a accompagnés dans toute la préparation de la conférence, et à Astrid Crispin et à Sylvie Castello donc, pour leur présentation. Alors, cette question qu'on a posée, les DRH ont-ils encore un avenir? C'est une question qui est un petit peu provocatrice, mais c'est surtout une question qui est vraiment dans l'air du temps, parce qu'en ce moment, on se pose beaucoup, on s'interroge beaucoup sur le futur de la fonction RH, qui paraît quand même assez menacée. Il y a toute une série de tendances qui ont des effets sur la fonction RH aujourd'hui. Une tendance d'abord à la dilution. On dit beaucoup aujourd'hui que la fonction RH, elle doit être transmise dans l'entreprise, et qu'elle gagnerait à être décentralisée, à être prise en charge notamment par les managers. C'est le fameux mot d'ordre autour duquel on serait tous DRH aujourd'hui. Donc, tendance à la dilution, la fonction RH ne serait plus une fonction spécialisée, mais une fonction désormais partagée. Autre tendance, une tendance à l'externalisation ou à l'outsourcing, c'est-à-dire que grâce notamment aux nouvelles technologies, eh bien, une partie de la fonction RH pourrait être confiée à des prestataires extérieurs, par exemple la paye, et même dans certains cas offshorisée, puisqu'on parle de ce type de mouvement qui existe pour la fonction RH. Donc il y aurait un double mouvement, à la fois centripède dans l'organisation et centrifuge vers l'extérieur, qui parfois se conjuguent, puisqu'on parle aussi beaucoup depuis 1 ou 2 ans d'ubérisation de la fonction RH, au sens où finalement on donnerait plus de pouvoir RH aux managers, tout en les assistant avec des plateformes extérieures. Donc il y aurait le mouvement de décentralisation interne et d'assistance externe, avec des plateformes autour de sujets comme le recrutement, la gestion de carrière, la paye, etc., qui seraient finalement sortis de l'entreprise. Donc on voit bien qu'il y a toute une série de mouvements qui viennent questionner la fonction RH, qui viennent même la fragiliser. Et finalement, on a une fonction RH qui aujourd'hui apparaît quand même un petit peu sous le coup des questions, au point que dans certains cas, elle est même supprimée. Un certain nombre d'entreprises, en France comme à l'étranger, ont fait le choix de supprimer la fonction RH. Donc on est quand même dans un contexte de fragilisation, ou pour le moins de questionnement vis-à-vis de cette fonction. Et dans ce contexte-là, mes recherches visent à chercher à comprendre comment les DRH, les directeurs de ressources humaines, se positionnent à la fois dans l'entreprise et sur le marché du travail qui est le leur. Alors, cette population des DRH, elle est finalement assez peu connue jusqu'à aujourd'hui, ce qui est quand même un petit peu intriguant, parce que de manière générale, la fonction RH est extrêmement bavarde. C'est une fonction qui parle beaucoup d'elle-même, via des colloques, des revues professionnelles. Si vous regardez sur Internet, il y a toute une série de blogs consacrés à la fonction RH. Donc beaucoup de choses sont dites sur la fonction RH, mais on connaît relativement mal les DRH. On ne sait pas très bien comment les présenter, on ne sait pas très bien qui ils sont. On a des données morphologiques sur cette population et sur la population RH en général. La population RH, on sait qu'elle est globalement féminine, qu'elle a tendance à rajeunir et qu'elle est de plus en plus formée à la gestion des ressources humaines. Et les DRH, par rapport à ça, sont assez différents. Il y a une étude récente sur les DRH du CAC 40. Les DRH sont en très grande majorité des hommes. Ils accèdent à leur poste autour de l'âge de 50 ans, et ils sont encore peu formés à la gestion des ressources humaines. Un peu plus de la moitié d'entre eux n'ont pas été formés à la gestion des ressources humaines et ont occupé d'autres fonctions dans l'entreprise avant d'occuper le poste de DRH.
Donc on a des idées pour positionner cette population, pour en rendre compte, mais de manière très rapide. Mais ce qui nous manque, c'est de savoir qui ils sont, comment ils se représentent leur métier. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes travaux en m'intéressant à la question des identités professionnelles des DRH pour comprendre finalement comment ils se positionnent à la fois dans l'organisation et sur le marché du travail qui est le leur. Alors ça fait 4 ans à peu près que je travaille sur les DRH et j'ai fait une enquête à partir d'entretiens. J'ai rencontré une trentaine de DRH qui sont des DRH groupes qui sont tous dans le secteur privé, qui sont arrivés donc au sommet de la hiérarchie RH et qui sont tous membres du comité de direction. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la population dont je vais vous parler à présent. Et puis, en plus de ces entretiens auprès de cette trentaine de DRH, je me suis aussi beaucoup intéressée aux revues professionnelles et dans ces revues professionnelles, aux témoignages de DRH sur leur parcours, sur la manière dont ils conçoivent leur action. Il y a souvent des témoignages de DRH dans ces revues que j'ai considérées comme faisant partie de mes matériaux. Donc voilà pour vous brosser un petit peu le cadre finalement de ma réflexion. Et puis je voudrais dire aussi que quand on travaille sur la question des identités professionnelles, on est amené à s'interroger sur toute une série de constructions d'images. L'image que les autres nous renvoient, parfois l'image que les autres nous assignent, et puis l'image qu'on construit aussi et qu'on souhaite renvoyer à autrui. Et c'est au cœur de ces transactions entre ce qu'on nous renvoie de nous-mêmes et ce qu'on essaye de porter comme image aux autres que se construit la question de l'identité. C'est comme ça qu'on l'appréhende. En tout cas, c'est un des moyens par lequel on peut l'appréhender dans une perspective sociologique. Et c'est de ça dont je vais vous parler tout de suite. Comme l'a rappelé Sylvie Castello tout à l'heure, je vais d'abord revenir sur l'image sociale des DRH, puis ensuite je vais présenter la manière dont eux se présentent, et puis je vais essayer d'éclairer tout ça à partir d'une réflexion sur la carrière des DRH et leur marché du travail, qui est un marché du travail très spécifique. Alors, premier temps, sur la question de l'image sociale des DRH, eh bien, vous ne serez pas complètement surpris d'apprendre que cette image n'est pas très bonne. Elle est même assez largement négative. On peut dire que le DRH a mauvaise presse. Et si on s'intéresse aux signes qu'on en a, par exemple au cinéma ou dans la littérature, et on ne peut que constater cette image défavorable. Au cinéma, il y a une série de films qui ont mis en scène des DRH. Un film déjà ancien que vous avez peut-être vu en 1999, Ressources humaines, qui présentait non pas seulement un DRH, mais en fait c'était l'histoire d'un jeune stagiaire qui venait faire son stage dans l'entreprise où son père avait été ouvrier, et il était dans le service RH, ce jeune stagiaire, et donc il était confronté au DRH qui était dépeint comme étant finalement peu courageux, peu compétent et exécutant les basses manœuvres de la direction. C'est en tout cas ce que lui dit le jeune à un moment donné, il me semble, dans le film. Plus récemment, il y a un mois, un film est sorti qui s'appelle Corporate, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, qui ne brosse pas non plus une image extrêmement positive du DRH. Ce film se focalise sur une RRH, une responsable des ressources humaines dans un groupe alimentaire et cette RRH, elle est chargée de conduire une politique de réduction d'effectifs et de convaincre des salariés de partir d'eux-mêmes. Et elle est confrontée à un drame,
du fait du suicide d'un des salariés. Et tout le film raconte finalement le chemin qu'elle emprunte, qui est un chemin de rédemption dans lequel elle va s'associer à l'inspectrice du travail pour finalement dénoncer les travers et les modes, les formes de management existant dans cette entreprise. Mais si la RRH en question s'inscrit sur un chemin de rédemption, c'est bien que dans un premier temps, on nous a montré dans le film qu'elle était en grande partie responsable, voire coupable, en tout cas qu'elle avait participé à ce qui s'était passé. Donc on le voit, hein, on met assez peu favorablement en scène les DRH, qui n'est pas complètement surprenant parce qu'on vous dit souvent que les gens normaux et les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc au cinéma on raconte rarement des choses qui vont toujours très très bien, sinon il n'y aurait pas d'intrigue dramatique d'une certaine manière. Mais quand même on voit bien que l'image qui est donnée au cinéma du DRH est quand même une image globalement négative. Et dans la littérature, je n'ai pas tellement le temps de développer cet aspect, mais on retrouve aussi ce type d'image, notamment dans un ouvrage qui s'appelle La boîte, d'un auteur qui se nomme François Salvin, et qui dépeint un DRH qui est un spécialiste impitoyable des dégraissages, et qui se sert d'un certain nombre d'outils du management pour satisfaire ses objectifs. Alors, donc une image plutôt défavorable dans le grand public, et dans le monde du salariat, l'image des DRH, elle n'est pas vraiment formidable non plus, puisqu'on a toute une série d'enquêtes régulières de la Ségos ou des baromètres autour de la fonction RH qui montrent que depuis des années, on reproche essentiellement deux choses au DRH: un manque de proximité avec les salariés et un manque de prise en compte de l'humain dans les entreprises. Et ça, on va le retrouver de manière régulière dans toute une série d'études qui sont faites auprès des salariés sur les DRH. Donc, finalement, le DRH, il apparaît beaucoup aujourd'hui comme le symbole d'une entreprise qui dysfonctionne. Il cristallise peut-être même le regard qui en fait est porté sur l'entreprise qui dysfonctionne et qui accorde peu d'intérêt au potentiel humain et à la place des salariés. Et il y a quand même une image qui a marqué dernièrement les esprits, c'est celle du DRH d'Air France, la chemise lacérée, escaladant une clôture. Et cette image, elle est au fond assez symbolique, puisque elle permet de mettre en scène à la fois la violence des rapports sociaux dans l'entreprise et aussi de mettre en exergue le rôle des directions et des DRH en particulier dans un moment difficile suite à un plan de restructuration. Et l'image qu'on nous présente, c'est un DRH finalement qui est en fuite face à la vindicte des syndicats et des salariés. Donc, une image globalement peu positive des DRH dans le monde social de manière générale. Et essayons maintenant de voir comment les DRH parlent d'eux-mêmes, l'image qu'ils cherchent à construire, comment est-ce qu'ils présentent leur fonction. C'est vraiment à ce point que je me suis intéressée dans le cadre de mes travaux, en essayant de me pencher sur le discours qu'ils portent sur eux-mêmes. Et dans ce cadre-là, j'ai mis à jour une forme de rhétorique professionnelle qui caractérise le monde social des DRH. Et c'est ça que je veux vous exposer maintenant dans ce deuxième point. Quelles sont donc les caractéristiques de cette rhétorique professionnelle? Comment est-ce que les DRH parlent-ils d'eux-mêmes? Alors,
on va voir que la manière dont ils parlent d'eux-mêmes contraste très fortement avec l'image qui est donnée d'eux dans la société de manière plus globale. Les DRH parlent d'eux-mêmes de manière extrêmement valuative. Ils se présentent très souvent, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, comme des sortes de héros. En tout cas, ils héroïsent beaucoup leur discours et leurs fonctions. Par quoi ça passe concrètement? Par certains thèmes qu'ils vont mettre en avant et par certaines manières de dire. Alors, certains thèmes. D'abord, on peut noter que les DRH n'évoquent jamais cette image sociale négative qui leur est renvoyée. Ils n'en parlent pas. En revanche, ils insistent beaucoup sur leur place en tant que faisant partie de la direction, participant aux décisions stratégiques de la direction et élaborant des décisions. Donc ils mettent beaucoup en avant leur rôle stratégique et ils revendiquent souvent, pour se définir, le rôle de business partner, qui est un rôle, en fait, une expression qui avait été conçue par un professeur nord-américain, Dave Ulrich, qui, au milieu des années 90, en fait, avait élaboré ce modèle, une matrice pour parler de l'action RH, et ce modèle du business partner comme qualifiant le rôle du DRH, c'est-à-dire celui qui, avec la direction, pense la stratégie de l'entreprise et influe sur celle-ci. Et donc c'est bien cet aspect-là qui est tout à fait revendiqué par les DRH, aspect qui est souvent associé à un autre thème, qui est celui de la réactivité. Les DRH parlent beaucoup de ce thème et d'une manière qui m'a paru intéressante, parce que le thème de la réactivité, c'est un thème qui est globalement assez à la mode aujourd'hui. Il y a même une sorte d'injonction dans le monde professionnel à la réactivité. De manière globale, être réactif, c'est savoir répondre rapidement à toute une série de sollicitations. Ça n'est pas que savoir répondre, c'est aussi hiérarchiser ces sollicitations. Mais il y a cette idée quand même, derrière le terme de réactivité, d'immédiateté. Et les DRH, ils vont certes aller dans ce sens-là, mais ils racontent des choses un peu différentes sur la réactivité, parce qu'ils insistent aussi beaucoup sur leur capacité d'influence, leur capacité d'anticipation, leur permettant finalement de faire des propositions concernant les ressources humaines et ces évolutions dans l'entreprise. Donc la réactivité, pour eux, ça n'est pas qu'une réponse à des solutions, c'est aussi une proposition, une manière d'anticiper, de voir le coup d'après et de s'inscrire, donc encore une fois, dans la vision stratégique de leur rôle. Cette manière de parler de la réactivité, elle se rapproche de ce que Machiavel a mis en évidence quand il parle de l'action politique. L'action politique, pour Machiavel, elle se caractérise par une combinaison un peu extraordinaire entre, d'une part, ce qu'il appelle la fortuna, le fait de faire avec l'imprévisible, d'être capable de réagir et de composer avec l'imprévisible, mais aussi ce qu'il appelle la virtu, c'est-à-dire la capacité finalement d'imposer son point de vue, d'anticiper finalement des événements et d'imposer son point de vue pour marquer finalement le cours de l'histoire. Et dans la manière dont les DRH parlent de la réactivité, on a ces deux côtés, à la fois une réponse et une proposition, une anticipation. Et je trouve que c'est un élément intéressant parce que ça montre bien finalement à quel point les DRH revendiquent de s'inscrire dans une action qui est
politique ou qui est stratégique, en tout cas politique au sens de stratégique, on prend des décisions à l'échelle de l'entreprise. Ce que mettent en avant beaucoup les DRH, c'est leur proximité avec la direction générale. Ça, c'est quelque chose qui revient dans tous les entretiens, tout au long de l'entretien. Les DRH insistent beaucoup sur le lien qu'ils ont avec leur président, leur DG. C'est vraiment un thème très fort. Alors, on va employer toute une série de termes pour dire cela. On parle de binôme, on parle de couple, on parle de tandem, mais ça structure vraiment le discours des DRH. Et puis, cette rhétorique professionnelle, elle est caractérisée aussi par des manières de dire qui sont spécifiques. Et ce qu'on va retrouver chez les DRH, c'est un usage très fort de métaphores. Le DRH sait utiliser des images qui vont le mettre favorablement en scène. Alors, j'en cite quelques-unes. On se compare en tant que DRH à un couteau suisse, à une vigie de bateau, à une plaque tournante, à un phare éclairant la nuit, à un jardinier. Et donc on a là toute une série d'images qui vont permettre de se mettre favorablement en scène. On va aussi dans le discours utilisé par les DRH remarquer que très souvent, des qualités personnelles sont mises en avant, plus que des compétences professionnelles. Les qualités personnelles qui vont être mises en avant, ça va être par exemple le courage, l'écoute, la rigueur, l'ouverture d'esprit. Et finalement, j'ai montré dans le cadre de mes recherches que ce type de discours avait toutes les caractéristiques d'un vieux type de discours qui avait été repéré par Aristote, qu'il appelait le discours épidictique. Le discours épidictique, c'est le discours finalement qui est utilisé dans certains cas dans la cité grecque, lors d'éloges funèbres, ou lorsque le héros revient et raconte finalement ce qu'il a fait. C'est un discours qui est laudatif, dans lequel on utilise des métaphores, on amplifie et on insiste sur des traits de personnalité pour convaincre son auditoire. C'est un discours dans lequel on fait un éloge de soi-même pour se présenter de manière favorable. Donc ça renvoie à ce que je vous disais, cette forme d'héroïsation de soi qui passe par le discours, qui prend aussi d'autres formes que j'ai moins étudiées, mais qui sont pourtant intéressantes. La forme du contrôle du corps et de l'apparence. Les DRH sont sous contrôle. Le contrôle, cet aspect-là, c'est évident. Et c'est très bien mis en scène, par exemple, dans le film dont je vous parlais tout à l'heure, Corporate, où la jeune femme qui tient le rôle central change de chemisier, elle porte des chemisiers blancs, elle change de chemisier dans sa voiture pour être toujours impeccable. Et elle lutte contre la transpiration en utilisant force déodorant. Et il y a plusieurs passages comme ça dans le film où on voit comment finalement la maîtrise du corps et de l'apparence est importante. En tout cas, c'est ce qui est bien mis en évidence, que d'autres ont mis en évidence dans d'autres métiers qui sont particulièrement illustratifs de ce point de vue, dans les métiers du conseil, par exemple. Des travaux d'anthropologues ont très bien montré comment la maîtrise du corps avait une importance, la maîtrise de l'apparence physique, et cette maîtrise, elle va parfois toucher à certaines dimensions auxquelles on ne pense pas nécessairement. Par exemple, le rythme des pas dans le couloir, avoir un pas cadencé, dynamique, etc. Ça fait partie de l'image de soi qu'on présente dans le monde de l'entreprise. Cette mise en scène de soi, elle passe aussi par une certaine occupation de l'espace. Et là, de ce point de vue, c'est très intéressant d'aller faire des entretiens avec des DRH
Donc dans le secteur privé, encore une fois, des DRH groupes, hein, c'est à cette population que je me suis intéressée. On est souvent dans des grands et beaux bureaux assez vastes, avec des espaces assez blancs, vides, brillants. Et je me souviens d'un cas qui m'avait paru particulièrement révélateur. Sur un buffet bas, un certain nombre d'objets étaient exposés dans le bureau de ce DRH. Alors on avait une maquette de train, une mini-turbine, une canette de Coca-Cola qui était là presque comme des objets d'art, hein, dans cet espace assez immaculé. Et le DRH de me dire au fil de l'entretien, vous voyez finalement ma carrière elle est résumée là puisque tous ces objets renvoient aux entreprises dans lesquelles j'ai été DRH et finalement symbolisent des différentes étapes de ma carrière. Et donc là on est bien encore face à une forme de mise en scène de soi à travers sa carrière et ces objets qui sont présentés aux visiteurs. Donc ce point-là me permet de faire une transition avec ma troisième et dernière partie autour de l'importance justement de la carrière des DRH. Et à ce stade de mon exposé, je voudrais faire un petit résumé pour que vous voyez bien finalement où je veux en venir. D'une part, on a une image sociale des DRH qui est très négative. Et d'autre part, on a des DRH qui construisent d'eux-mêmes une image parfaitement héroïsée. Donc on pourrait penser finalement que cette construction hyper positive vient en réponse, en compensation de l'image sociale qui leur est renvoyée. Or, ça n'est pas le cas. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que globalement, les DRH font relativement peu de cas du fait d'être mal aimés. Et en fait, s'ils héroïsent à ce point leur fonction, ça n'est pas pour convaincre le grand public, ni leurs salariés, mais plutôt parce qu'ils s'adressent en permanence à la direction générale et qu'ils cherchent à produire un discours qui soit entendable par rapport à ces directions générales. On a beaucoup travaillé avec une collègue qui est maître de conférence ici à Dauphine, qui s'appelle Marie Carcassonne et qui est linguiste, sur les auditoires que les DRH cherchaient à atteindre à travers ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Et l'auditoire principal des DRH, on en retrouve des marques dans leur discours, c'est la direction générale, c'est le président ou c'est les autres membres de la direction générale. Au fond, donc, ce que je veux montrer pour terminer, c'est que les DRH cherchent en permanence à entretenir leur réputation individuelle et beaucoup de choses s'éclairent quand on se penche sur leur carrière et sur leur marché du travail, qui est très spécifique. Et se pencher sur carrière et marché du travail permet de comprendre finalement la manière dont ils se présentent et aussi en partie peut-être dont ils se comportent dans les organisations. Du point de vue de la carrière, en fait, comme d'autres, arrivés à ce niveau de direction, les DRH, une fois qu'ils ont atteint la fonction de DRH, à un âge relativement avancé, autour d'une cinquantaine d'années, ils sont confrontés à des perspectives qui sont très limitées. Leur seule possibilité de carrière devient alors latérale. C'est-à-dire qu'on va changer d'entreprise pour aller dans une entreprise du même secteur ou d'un secteur un peu différent. Mais donc on va être DRH pendant quelques temps dans une entreprise, puis dans une autre. Et d'ailleurs, le taux de turnover des DRH est très élevé
Et en moyenne, on sait que les DRH restent en poste à peu près 3 années. Donc une fois qu'ils sont arrivés à ce niveau-là de responsabilité, autour de l'âge de 50 ans, leur carrière va consister à passer d'une entreprise à une autre. En tout cas, c'est ça le modèle dominant de la carrière des DRH. Il y a quelques années, ils vont procéder ainsi avec l'intermédiation des cabinets de chasseurs de tête qui sont extrêmement présents les concernant. Dans les DRH que j'ai rencontrés, la très très grande majorité, en fait, a occupé son poste après avoir été chassé. C'est comme ça qu'on dit. J'ai été chassé. Et le fait d'avoir été chassé, finalement, prouve qu'on est désirable. Par exemple, un DRH me dit, c'est un extrait d'un de mes entretiens, « J'ai des contacts réguliers avec des chasseurs de tête. On se connaît. Ils connaissent mon parcours depuis des années. De temps en temps, on s'appelle. Ils me présentent un poste, me demandent si ça pourrait m'intéresser. Depuis que je suis DRH, tous les changements de boîte que j'ai connus se sont faits sur cette base-là. » Et dans un numéro de la revue Personnelle qui était sorti il y a quelque temps, on présente la trajectoire d'un DRH et le titre de l'article, c'est « L'homme chassé ». Et le DRH de raconter qu'il a commencé sa carrière comme juriste, comme avocat en droit social, qu'il a occupé un poste opérationnel RH dans une entreprise de négoce, puis qu'il est devenu DRH en milieu industriel pour une entreprise qui faisait de l'assemblage d'ordinateurs. Chassé par un cabinet, il est embauché par Carnot Metalbox et il s'occupe de la fermeture d'usine avant de devenir DRH France de Krone Corksil. Il explique qu'il est à nouveau approché par un cabinet de chasse de tête et qu'il devient à ce moment-là DRH à la Redoute, poste qu'il occupera pendant 4 années avant de rejoindre, à nouveau sur la base d'un appel du pied, dit-il, d'un cabinet de chasseurs de tête, avant de rejoindre l'entreprise Sephora. Et ce type de carrière, où les déplacements sont latéraux, est tout à fait classique, en fait, de la carrière des DRH. Donc on est dans un univers qui est fortement structuré par les cabinets de recrutement, qui travaillent pour le compte, en fait, des entreprises employeurs. On est dans un tout petit monde dans lequel il y a une forte concurrence et dans lequel les effets de réputation vont être très très importants. Et en sociologie, quand on s'intéresse à la question de la réputation, on montre que la réputation, ça n'est pas seulement une assignation. La réputation, elle se construit aussi. Les acteurs, ils sont actifs par rapport à la construction de leur réputation. Et ils déploient des stratégies pour construire cette réputation et, dans le cas des DRH, savoir communiquer sur sa fonction, sur sa carrière, constitue une ressource importante. Finalement, toutes les occasions sont bonnes de pouvoir communiquer. Les revues professionnelles en particulier constituent un moyen privilégié de communiquer pour les DRH. Phénomène qui est peut-être d'ailleurs encore accentué avec les nouvelles formes de diffusion de l'information aujourd'hui. Et je cite là encore un autre DRH que j'ai interviewé qui dit « Puisque cela va se savoir, autant le faire savoir. Et de ce point de vue, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. » Donc les choses sont dites. Et dans cette construction de la réputation, ce qu'on cherche à atteindre comme cible, c'est l'auditoire des directions générales et aussi l'auditoire des cabinets de chasseurs de tête qui font l'intermédiation avec les entreprises employeurs. Donc finalement,
attachant de l'importance à la construction de leur réputation professionnelle, les DRH sont sensibles à leur propre employabilité. Et ce qu'on comprend finalement, c'est que étudier les effets, étudier les DRH, en fait, c'est mesurer les effets du fonctionnement d'un marché professionnel sur les identités professionnelles. Et aussi peut-être sur les comportements dans l'organisation. Le marché professionnel, la manière dont il est structuré, a beaucoup d'importance, a beaucoup d'effets sur l'identité professionnelle des DRH et les conduit finalement à se promouvoir et à développer cette rhétorique que j'ai essayé de vous présenter. Et donc, pour conclure, hein, la question qui était posée, c'était est-ce que les DRH ont encore un avenir? La réponse, elle est en deux temps. Bien sûr que oui, les DRH ont un avenir, parce qu'on sait bien que les enjeux en termes de ressources humaines, ils sont énormes, et que d'ailleurs, de plus en plus, on parle de potentiel humain, hein, plus que de ressources humaines, et que ces enjeux, ils sont discriminants dans la création de valeur dans l'entreprise, dans la création de richesse. Donc accompagner le potentiel humain, ça n'a jamais été aussi central qu'aujourd'hui, ça ne fait pas de doute. Mais il me semble que la fonction RH, et les DRH en particulier, sont un petit peu au pied du mur aujourd'hui, et qu'ils n'ont plus véritablement le choix. Il faut qu'ils parviennent à se repositionner, à se positionner peut-être de manière un petit peu différente, en redevenant l'interlocuteur, un interlocuteur au cœur des dynamiques sociales de l'entreprise. Finalement, ils ont été un peu victimes de ce rôle de business partner qui leur a été proposé, qu'ils ont endossé avec beaucoup de bonne volonté, mais qui les a enfermés finalement dans un rôle qui les a éloignés de la question des ressources humaines. Et depuis une quinzaine d'années, on voit bien combien ce rôle de business partner est vu comme étant central, alors que peut-être qu'aujourd'hui, le rôle du DRH, ça peut être aussi de bien comprendre les dynamiques à l'œuvre dans son entreprise du point de vue des fonctionnements humains et de proposer des formes ajustées d'accompagnement de ces dynamiques. Ça, on l'entend de plus en plus. Depuis 1 ou 2 ans, hein, on voit que la figure du DRH Business Partner est un peu en train d'être moins valorisée et qu'au contraire, c'est le DRH finalement qui se rapproche presque du métier du conseil, du consultant, qui a des capacités d'analyse, de diagnostic de son univers social pour proposer des réponses qui, est en train de se faire jour. En tout cas, moi, c'est une idée à laquelle je crois beaucoup, parce qu'il me semble que c'est la voie qui pourrait permettre à la fonction RH, mais en particulier, puisque c'est d'eux dont je parle, au DRH, de se repositionner avec des nouvelles opportunités autour de thèmes qui sont très importants aujourd'hui, par exemple le thème de la qualité de vie au travail, qui est en soi aussi une entrée possible pour comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et comment on peut accompagner toutes ces dynamiques sociales. Donc, premier élément de réponse pour conclure, à mon avis, la nécessité pour les DRH de se repositionner de manière différente aujourd'hui et pour l'avenir. Et deuxième élément, peut-être qu'il faudrait aussi que les DRH arrivent à se penser en tant que groupe social, ce qu'ils ne parviennent pas réellement à faire, puisque on l'a vu, j'ai montré que l'enjeu, c'était celui de la réputation personnelle, individuelle, hein, plus que de la réputation en tant que groupe social. Et là encore, des expériences qui existent à l'étranger nous invitent à réfléchir là-dessus.
Par exemple, au Québec, eh bien, on sait qu'il y a un ordre professionnel des DRH qui structure énormément le champ et qui oblige finalement à penser un code de déontologie, à se penser comme faisant partie d'un groupe professionnel, ce qui change un peu la donne et qui pourrait peut-être être une voie intéressante de repositionnement des DRH en France pour l'avenir. En tout cas, toutes ces questions, bien sûr, hein, elles restent ouvertes et elles invitent à penser que si on se pose la question de savoir est-ce que les DRH ont encore un avenir, c'est qu'ils sont encore très présents et qu'ils jouent un rôle très important. Sinon, on ne se poserait pas cette question. Voilà, merci beaucoup. Merci Laurence. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir pourquoi tu t'étais intéressée plus aux DRH de grands groupes plutôt que de DRH d'organismes publics. Est-ce que tu penses qu'il y a des spécificités propres à ce type d'organisation? Et puis, l'autre question que j'avais, c'était sur cette tendance que tu évoquais là d'externaliser, de décentraliser. Alors, c'est peut-être aussi lié au secteur privé que tu as analysé. Mais du coup, ça me semble assez curieux parce que je vois bien, on est de plus en plus dans les entreprises sur un mode gestion par projet. Donc, on voit bien qu'on demande de plus en plus à un responsable projet d'être aussi un manager d'équipe. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être certaines fonctions RH qui pourraient être décentralisées. On peut imaginer un jour que la fonction paye soit confiée à une société extérieure. Mais du coup, sur une politique RH, je ne vois pas comment... Enfin, on a besoin d'une politique RH centralisée, j'imagine, dans une organisation. Et du coup, je voulais un peu en savoir plus sur cette tendance et savoir un peu qui l'avait initié quand tu disais qu'il y avait des entreprises qui avaient pris le parti pris de décentraliser cette fonction-là. Qui avait été un peu à l'initiative de cette décision? Est-ce que justement c'est les présidents, directeurs généraux, ou est-ce que c'est la pression plutôt de cadres dirigeants? Ok. Alors merci pour ta question et tes deux questions en fait. Sur la première, sur pourquoi les DRH du secteur privé. Souvent, quand on commence une recherche, c'est un peu aussi le fruit d'opportunités. Et c'est en travaillant avec mes étudiants en formation continue, notamment avec ceux du master MTDS, Management de Travail et Développement Social, donc autour des questions de qualité de vie au travail, que j'ai été amenée à rencontrer des DRH et que leur discours m'a interpellée, m'a intéressée. Et puis après, de fil en aiguille, j'en ai rencontré de plus en plus et j'ai fait le choix, parce que c'était plus cohérent en fait, de me spécialiser sur des DRH du secteur privé. Mais c'est vrai que ça serait très intéressant de regarder un peu ce qui se passe dans le public aujourd'hui, non pas que le secteur public soit forcément à la traîne par rapport au secteur privé, bien au contraire, parce qu'il y a des tas d'initiatives très intéressantes qui se déroulent dans le secteur public depuis très longtemps, et notamment dans des lieux comme la défense, hein, dans les armées par exemple. C'est un lieu où, du point de vue de la gestion des ressources humaines, il y a toujours eu des choses au fond assez novatrices, par exemple autour de la formation. Donc c'est vrai que ça pourrait être un champ tout à fait intéressant et complémentaire. Et puis sur ta deuxième question, qui impulse, c'est quand même toujours assez difficile de savoir, mais ça me permet finalement de développer l'idée que les écoles de commerce, les universités comme Dauphine, elles contribuent aussi à diffuser certaines représentations, un certain type de discours sur ce qui se fait dans la fonction RH. Et très souvent, d'ailleurs, on voit que le discours porté par les universitaires, il est assez,
prospectif, ce que sera la fonction RH et ce qu'elle doit être, etc. Donc il y a une fabrication aussi dans le monde des idées, il y a une fabrication d'un certain nombre de représentations qui est issue du monde universitaire, et l'exemple du business partner est parfait pour ça, puisque c'est un universitaire américain qui développe cette idée au milieu des années 90 et qui offre finalement une sorte de proposition de rôle aux DRH dont ceux-ci vont s'emparer et qu'ils vont investir très fortement. Et un certain nombre de sociologues ont bien travaillé là-dessus, comment finalement nous, enseignants-chercheurs, produisons aussi une manière de concevoir l'action, la gestion, qui a des conséquences pour les acteurs qui sont eux-mêmes en situation dans l'entreprise. Et ça nous invite à nous poser des questions aussi en termes de responsabilité par rapport au type de modèle qu'on diffuse dans nos formations, par exemple. Donc j'espère que tu fais partie des groupes de travail RSE mis en place par Dauphine. Absolument. La décision, c'est bien, d'avoir des experts, c'est bien, c'est la prévention un peu des risques, et puis en effet sur les questions éthiques et autres. Moi, je voulais juste ajouter sur la filmographie le film In the Air avec George Clooney qui montre bien l'externalisation de fonctions un peu honorables pour le DRH, qui est le coupeur de tête. Mais on en connaît effectivement un certain nombre, d'ailleurs, qui sont reconnus par les cabinets et qui sont chassés pour venir couper les têtes, mais qui, au bout d'un certain nombre d'années, en général, commencent à avoir des difficultés personnelles parce que c'est quand même assez éprouvant. Et je voulais dire qu'en fait, dans la carrière des DRH, il y avait aussi beaucoup de DRH qui, entre 40 et 50 ans, passent d'une entreprise à une autre, mais à partir de 50 ans, se posent en tant que consultant extérieur, RH, en fait. Avec, et vous avez raison, certainement beaucoup d'ambition au niveau du pouvoir. Et on n'a pas évoqué les prix qui sont décernés par Le Monde, Le Figaro pour les binômes DRH directeur général ou DRH DIRCOM, qui souvent se font la guerre. Mais et du coup, et qui contribue à alimenter finalement cet aspect-là. Et effectivement, je pense que chaque DRH travaille son image, parce que plus il va être reconnu à l'extérieur avec une bonne réputation, plus il va être chassé pour accéder à plus de pouvoir. Et c'est assez rare quand même, en France en tout cas, que le DRH devienne PDG. On a eu le cas chez TF1, on a eu le cas dans très peu d'entreprises. Et donc aujourd'hui, il y a une volonté du DRH d'être aussi reconnu que le directeur financier, qui lui a beaucoup plus de chances d'arriver un jour à la tête de l'entreprise. Et peut-être que l'externalisation des fonctions RH vient principalement d'un problème uniquement financier, en fait, de marge, et de dire que ça revient peut-être moins cher d'externaliser, encore que on en est revenu, et surtout plus facile à gérer, parce que c'est plus facile de se séparer d'un prestataire que d'une équipe RH. Donc, oui, c'est vrai, là, sur la carrière des DRH, ils accèdent peu à des fonctions de dirigeants d'entreprise, mais effectivement, une des voies possibles, qui est un peu une voie de sortie aussi pour eux, parce qu'il y a une usure d'être aussi dans ce type de rôle, eh bien, c'est de passer vers les métiers du conseil. On en voit un certain nombre qui font ce choix au bout de quelques années. Et il y a une chose intéressante aussi au niveau des DRH sur l'évolution du rôle du DRH aujourd'hui, c'est tout l'avènement des réseaux sociaux qui aujourd'hui gèrent les communautés internes en dehors du DRH, que ce soit au niveau de la communication ou de la gestion d'une communauté. Et donc le DRH perd un peu de contrôle là-dessus par rapport à la tâche ou la mission qu'il avait de faire vivre une communauté interne. Aujourd'hui, les communautés, elles vivent toutes seules par LinkedIn, par d'autres communautés spécifiques à certaines entreprises qui se créent. Et donc le DRH, c'est vrai, il a une perte de repères par rapport à ça, je pense. Ouais, ça alimente aussi ce que je disais au début autour de ce thème de l'ubérisation des RH. On est de plus en plus là-dedans.
Mais est-ce qu'on peut vraiment concevoir que la DRH elle-même sera un jour externalisée? Parce que qu'on externalise les fonctions annexes de paye, etc., c'est concevable maintenant. Est-ce que la gestion des carrières au plus haut niveau peuvent être externalisées? Non, sans doute pas. Enfin, l'idée, c'est quand même l'idée que, effectivement, il resterait, et ce pôle-là qui conserve une vision un peu d'ensemble sur l'entreprise et qui reste interne à l'entreprise. Mais on voit bien quand même que ce qui se développe beaucoup aujourd'hui dans la fonction RH, c'est toute la partie développement RH qui permet de l'accompagnement en fait, et que toute une série de missions un peu spécifiques ont tendance à être externalisées. D'ailleurs, les étudiants aujourd'hui, quand ils suivent des études en ressources humaines, ce qui leur plaît en fait, c'est la partie développement RH. Ils vous parlent de ça comme étant ce qui devient la partie intéressante, stratégique, etc. Oui, question. Quelle est la tendance générale des formations pour devenir DRH? Est-ce que vous avez une tendance des juristes, des avocats? Quelles sont les écoles? Qu'est-ce qu'ils forment exactement? C'est des autodidactes aussi? Je sais pas. Alors, en fait, je l'ai indiqué un petit peu au début de ma conférence. En fait, d'abord, on peut noter qu'il y a eu une tendance à la multiplication des formations RH. Il y a quelques 20-25 ans de ça, il n'y avait pas grand-chose qui existait sur le marché. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une offre très importante. Dans les DRH que j'ai étudiés, qui sont des DRH groupes, une grande partie d'entre eux n'a pas été formée à la gestion des ressources humaines. Ils ont des carrières autour opérationnelles, ce sont des ingénieurs de haut niveau, par exemple, des carrières aussi de juristes. Alors ça se rapproche en partie, bien sûr, de la fonction RH, mais en tout cas, on sait que plus de la moitié des DRH de ce niveau-là, des DRH du CAC 40, par exemple, n'ont pas été formés à la gestion des ressources humaines. Alors qu'à l'inverse, aujourd'hui, les gens qui sont dans la fonction RH, les personnels RH, ils sont très majoritairement formés à la gestion des ressources humaines, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années de ça en arrière. Mais il y a un effet encore de décalage par rapport au DRH. Autre question, je crois qu'à l'Université ouverte, il y avait Monsieur de Montmorillon qui était intervenu et qui expliquait qu'effectivement les directeurs financiers, enfin que les DRH allaient dépasser les directeurs financiers au niveau de la position, au niveau même financièrement. Donc, ça, c'était une des ouais, c'était une conférence il y a 2 ans à peu près, je crois, de ça. Bon, c'est un point de vue. Alors juste, moi je suis DRH ici à Dauphine, donc juste pour compléter vos propos, effectivement le métier de DRH groupe dans le privé n'a absolument effectivement rien à voir avec le métier de DRH dans le public, même dans des grandes universités ou dans des grandes administrations. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant si un jour il y avait des petites études sur la montée du métier de DRH. C'est vrai qu'il se développe beaucoup. Moi, je suis beaucoup en relation avec le réseau des DRH d'université, et c'est vrai qu'il y a ce besoin de se rencontrer régulièrement, d'échanger. Et on voit depuis plusieurs années, du fait notamment du passage au RCE, que la fonction du métier de DRH, on va dire public, évolue. Où avant, on était surtout sur ce qu'on appelle la gestion administrative, uniquement de la paye. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, le métier se transforme. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on peut aller boire un café. Merci beaucoup.